Le temps confère aux images un destin étrange. Une fois leur utilité immédiate passée, elles se transforment en mémoire. Mémoire connue ou mémoire qui sombre dans l'oubli des salles d'archivage. Puis, un beau jour, on en sort certaines des caves où elles sommeillent, on les dépoussière et on se souvient. Il y a 50 ans, c'était la guerre d'Algérie. Une époque que je n'ai pas connue et que je ne peux voir qu'à travers le prisme des images qui en ont été faites. 50 ans d'images qui se bousculent dans les mémoires, de part et d'autre de la Méditerranée. 50 ans de vide, 50 ans de silence, 50 ans d'esquive. « 3 juin 1956, dans le nord de l'Algérie, village de Boubirek. Un bombardement qui porte un nom que seule la prose des hiérarchies militaires est capable d'inventer. Opération Espérance. Dans ces images tournées par un jeune opérateur nommé Philippe de Broca, on retrouve toutes les composantes du film de guerre. Les soldats et leur arsenal, les populations déplacées et apeurées, les arrestations, les bombardements, les destructions, les cadavres. Ces images ne furent jamais montées, ni utilisées dans un des innombrables films d'actualité de l'armée. Car l'armée s'évertuait plutôt en ces années de guerre à fabriquer des images de paix. Des immeubles modernes avec du soleil, des jardins d'enfants, des écoles, jusque dans la montagne, du travail pour les hommes, des usines, des routes modernes. Voilà ce qu'en un siècle, le génie occidental, le génie français, nos ingénieurs ont implanté en Algérie. Le pays au travail est heureux et continue son essor vers le progrès. Soudain, répondant à un signal mystérieux, des fanatiques ambitieux pensent pouvoir détruire la civilisation occidentale, rien de moins, en incendiant des écoles, en brûlant des fermes, des autocars, en tuant. De nombreux films, comme celui-ci, s'entassent dans les caves de l'armée française. Du film d'instruction pour jeunes appelés aux fictions les plus extravagantes. Et si les genres sont multiples, la méthode, elle, est unique et somme toute assez simple. Il s'agit toujours de nier la guerre en valorisant l'action coloniale, comme ici celle du soldat au képi bleu. Ils accomplissent une œuvre émouvante, une œuvre de paix, une œuvre d'espoir. Et autour d'eux, sous le signe de la confiance, les populations retrouvées viennent chaque jour davantage se rassembler à l'ombre du drapeau, symbole de l'action civilisatrice et pacificatrice de la France. Silence sur l'ennemi, silence sur sa révolte, silence sur un conflit qui charrie de chaque côté ses souffrances et ses espoirs. Mais où trouver alors des images témoignant de ces réalités? Et qui pourrait les avoir faites? C'est ce qui m'amène aujourd'hui en Bretagne. René Vauthier est un cinéaste français né en 1928. Lorsqu'il traverse ces lieux pour la première fois, en 1944, c'est au sein d'un groupe de jeunes résistants communistes. Il a alors 15 ans.
il y découvre la violence et la mort. Révolté par cette expérience, il décide alors de vouer sa vie à combattre la guerre, avec pour seule arme sa caméra. Ce que le temps et les bombes ont fait sur ces pierres dressées hâtivement par l'armée allemande, la vie l'a fait sur ses films. À 19 ans, les premières manifestations ouvrières, les premiers films saisis. À 20 ans, la découverte du colonialisme en Afrique noire, un film mutilé et 1 an de prison. À 21 ans, l'assassinat par la troupe d'un ouvrier lors des grèves de Brest, un film en lambeaux. Et à 30 ans, ce sera l'Algérie. Pas dans ce tas-là, c'est pas dans celui-là, peut-être celui du dessous. Et voilà. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? C'est des choses que j'avais trouvées quand je travaillais pour faire un film basé sur les témoignages des gens qui avaient fait comme officiers français la conquête de l'Algérie en 1830. Et je travaillais à la Bibliothèque nationale et j'étais tombé sur des textes qui sont publics là-bas, et j'avais fait les relevés pour pouvoir les lire en commentaire dans le film que je tournais à partir d'images, parce qu'il y avait, avec les colonnes françaises, il y avait des peintres qui faisaient des crobards, et donc je pensais qu'avec les crobards et avec les rapports des militaires de la conquête, les rapports officiels, on pouvait bâtir quelque chose sur la vérité de la conquête de l'Algérie. Ces contrées sont des terres vacantes, abandonnées aux mauvaises herbes par la paresse et l'indolence des morts. Les femmes du pays sont livrées par la paresse des Arabes qui passent toute leur vie à fumer, à la turpitude de mœurs extrêmement relâchées. Elles n'ont pas de religion, beaucoup doutent qu'elles aient une âme immortelle et croient qu'elles ne sont faites que pour la reproduction. Le climat aidant, les femmes sont nécessairement disposées au plaisir. C'était les renseignements sur les femmes d'Alger que l'on donnait aux militaires de base qu'on envoyait là-bas pour faire la conquête. Bon, alors en leur disant, vous vous ennuierez pas là-bas, quoi. Allez-y, de bon cœur. Un détachement de l'armée, parti d'Alger, surprend la tribu désarmée des Ouléfias et massacre sur le champ tous les hommes, femmes, enfants, sans distinction. On parlera de 12 000 morts. Les troupeaux raflés aux Ouléfias seront vendus au consul du Danemark. Quant au reste du butin, il fut exposé au marché de Babazoun. On y voyait des bracelets de femmes encore attachés à des poignets coupés et des boucles d'oreilles pendant à des lambeaux de chair. Toutes les populations qui n'acceptent pas nos conditions doivent être rasées. Tout doit être pris, saccagé, sans distinction d'âge ou de sexe. L'herbe ne doit plus pousser là où l'armée française a mis le pied. J'ai terminé ce film qui s'est appelé « Une nation, l'Algérie ». Eh bien, c'était la guerre d'Algérie. J'ai terminé en disant, de toute façon, il y a maintenant un conflit en Algérie et les Algériens
deviendront à coup sûr indépendants. Le temps des conquêtes et le temps de la colonisation me semble terminé. Et j'ai été inculpé d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État parce que je disais que 3 départements algériens allaient devenir, les 3 départements français d'Algérie allaient devenir une Algérie indépendante. Aujourd'hui, il ne reste plus rien d'une nation l'Algérie. Mais de cette expérience va naître la volonté d'aller voir sur place et de filmer. Ce sera Algérie en flammes. Malgré les réticences et les avertissements de ses camarades du Parti communiste, René s'embarque pour l'Algérie en 1957. C'est le retour à la clandestinité durant 1 an au sein d'un groupe de combattants de l'ALN dans le massif des Aurès, près de la frontière tunisienne. Au jour le jour, il vit le quotidien des combats. C'est à nouveau la guerre, mais cette fois-ci avec une caméra. وتطهر الأرض التي في ظلها نام أبي ويملأ الإشراق والصبح ربوع المغرب حي على الكفاح حي على الكفاح حي على الكفاح حي على الكفاح حي على الكفاح. Quand j'ai été tourné Algérie en flammes, c'était pas pour les Algériens. C'était avec eux. Les gens qui se battent, c'est l'émanation d'un peuple qui a envie d'être libre. Alors, il faut faire entrer ça dans la tête des gens en France, que l'indépendance de l'Algérie est inéluctable parce qu'il y a une majorité d'Algériens qui pensent qu'ils ont le droit de devenir indépendants. C'est là que j'ai filmé le jour du bombardement de Sakiati Youssef, qui était un village tunisien où il y avait une centaine de morts, des tas de blessés. Et c'était vraiment le chaos quoi, dans le village. Parmi les morts, il y avait des réfugiés algériens. Mais en dehors de ça, on a dit ensuite que l'aviation française avait bombardé un camp de l'ALN. Je peux témoigner, et j'ai témoigné en images pour dire c'est pas vrai. J'ai pas vu un seul combattant algérien parmi les blessés, parmi les morts, non. Il y a eu des quantités d'images qui ont été tournées côté français. Et il y a eu très peu d'images qui ont été tournées côté algérien. Ce qui contribue à faire la nécessité de ces images. Il y a un opérateur français, Chassagne, qui travaillait pour la Fox Movieton, qui était opérateur pour la Fox Movieton en Algérie, pour couvrir la guerre d'Algérie pour la Fox Movieton. Et il a filmé. Et un jour, un ambassadeur de France a piqué une colère terrible parce qu'il avait vu dans un cinéma new-yorkais un film, dans un film d'actualité de la Fox Movieton, version donc anglaise, il avait vu des soldats français, des gendarmes français, qui descendaient des Algériens en leur tirant dans le dos.
Il leur faisait signe de s'en aller et paf, ils les descendaient. Ou ils en descendaient d'autres sous une tente, quand ils sortaient d'une tente de nomades algériens, les soldats français tiraient dedans et les descendaient. Immédiatement, il a fait arrêter Chassagne. On m'a dit, mais René, il faudrait que tu défendes un gars de chez nous. Et j'ai appelé le gars en disant, mais j'ai vu des trucs, c'est vrai que tu étais au courant qu'ils allaient tirer. Ça se voit par ta façon de cadrer. Tu as les gars à droite de l'image avec son flingue et derrière, tu as le gars qui part. Tu sais qu'il va tirer dedans. Il dit, oui, d'accord, mais je les ai pas payés pour ça. Je suis contenté de filmer ce qui se passait. Et je dis, mais t'as filmé des assassinats, quoi. Il me dit, j'ai filmé une action de guerre de l'armée. Je dis, mais c'était un assassinat? Il me dit, bien sûr, c'était un assassinat. Je dis, mais comment tu savais qu'ils allaient tirer? Pourquoi tu t'es mis comme ça Il me dit, mais parce qu'ils en avaient déjà tué une douzaine auparavant de la même façon. Mais moi, ça m'avait mis tellement hors de moi que sa réponse même, il m'avait dit, mais j'ai pas à juger, moi, j'ai à filmer, je suis payé pour ça. Et il avait raison, parce qu'en fait, c'était important aussi que des choses de ce genre soient filmées. Ta responsabilité de ne pas essayer d'empêcher, bon, il serait fait descendre s'il avait essayé d'empêcher que les gens le tirent sur les Algériens. Donc, il n'a pas été jugé, finalement. On a fait le blackout sur toute l'histoire. En 1961, Claude Lelouch, alors jeune appelé, réalise pour les services cinématographiques de l'armée une fiction au titre prometteur. À travers une série de courtes histoires, ce film tente de justifier la censure qu'a entretenue la France autour des actions de son armée. Et pour être sûr que le message soit bien passé, un colonel inquisiteur intervient à plusieurs reprises pour rappeler à l'ordre la jeune recrue. Ces deux anecdotes que je viens de vous raconter sont des exemples entre mille des conséquences tragiques pour notre défense nationale du bavardage, de l'insouciance, de la vantardise, de l'inconscience de tous. Un mot, une photo que nous dévoilons sont meurtriers. Toutes ces fuites, à quelque échelon que ce soit, sont des trahisons, donc des crimes. Mademoiselle, monsieur, bonjour. La SNCF et son personnel d'accompagnement vous souhaitent la bienvenue à bord du TGV 8082 à destination de Rennes. Aujourd'hui, je vais faire une projection en prison. Je ne sais pas pourquoi on me demande ça à moi particulièrement, mais peut-être que les gars savent aussi que j'ai été détenu, condamné ou détenu sans condamnation en prison pendant pas mal de temps dans mon existence. Donc, ils pensent que ce que j'ai pu faire à l'extérieur, ça me permet aussi de discuter avec les gens à partir d'images, mais j'ai une certaine expérience de la vie carcérale, quoi. Voilà.
C'est suite à Algérie en flammes que René irait en prison. Mais ces geôliers ne seraient pas ceux que l'on croit. Car après la première projection du film au Caire, ce sont les responsables de la révolution algérienne qui décideraient de l'enfermer. On m'a dit, c'est très bien, on va utiliser le film comme ça, sauf il y a un gars qui a dit, non, il faut quand même couper la séquence où on voit des djounis, des djoulouds, des combattants algériens qui pleurent. بالنفوس والدماء افدوا ترابكم ترك الأهل والصحبة مع الأولاد صوتهم من القبور يناديكم بالنفوس والدماء افدوا ترابكم. Le gars a insisté pour dire non, les combattants algériens, ça ne pleure pas. Et là, j'ai injurié le responsable algérien, j'ai dit, ce connard qui demande qu'on coupe ça sans voir à quel point c'est nécessaire pour l'humanité du film de laisser ces gens qui pleurent. Ce connard ne sait pas ce que c'est que de perdre un copain à la guerre. Il ne sait pas ce que c'est parce qu'il n'a jamais mis les pieds en Algérie au combat. Il n'a jamais participé à un combat en Algérie. C'est un fonctionnaire de la Révolution et un mauvais fonctionnaire de la Révolution. Alors les gars ont un petit peu souri pour certains d'entre eux et puis ils m'ont dit, bon ben, de toute façon t'as gagné, on ne coupera rien dans ton film, mais c'est le gars qui va être chargé, le gars que tu viens d'accuser qui va être chargé de te ramener de faire ton voyage retour vers la Tunisie, et le voyage a abouti en prison. Comment a-t-il fait pour traverser tout ça? La prison en Tunisie, les grèves de la faim contre l'isolement, les condamnations à mort au petit matin. Et pendant qu'Algérie en flammes serait projetée aux quatre coins du monde et populariserait le combat algérien, son auteur croupirait dans les cachots du FLN durant 2 ans. D'autres aussi avaient connu la prison, mais dans les geôles françaises. Cécile de Cugis, alors monteuse de Godard et Truffaut, qui fera 2 ans à Fresnes pour avoir logé des Algériens et qui avait réalisé un peu plus tôt un film sur les réfugiés. Et l'opérateur Pierre Clément, compagnon de René, arrêté par l'armée dans les maquis et condamné à 10 ans. Il en fera 4,5 en Algérie et en France. Quand on devient vieux, on a des problèmes à l'intérieur de la tête, des tas de choses qui disparaissent. Et jusqu'à présent, j'avais une bonne mémoire, mais c'est vrai aussi que ça commence à faiblir, quoi. J'ai déjà perdu une bonne partie des choses que j'avais tournées. Alors maintenant, progressivement, on les retrouve. Mais encore faut-il pouvoir mener à bien ce boulot-là, qui est aussi un travail de mémoire en images, quoi. Et alors, heureusement, il y a des gens qui viennent en me posant des questions auxquelles je suis quelquefois plus capable de répondre, qui me prouvent qu'il est nécessaire aussi d'essayer de préserver la pellicule.
Voilà, et de préserver la mémoire en préservant la pellicule. Ça peut être le rôle d'un vieux cinéaste avant qu'il claque. Mais il faut faire vite. Quelques mois auparavant, j'avais contacté Pierre Clément pour qu'il m'accorde un entretien. J'avais rendez-vous chez lui, sur l'île de Ré. Mais loin de nous mener là-bas, c'est vers Paris que cette route nous conduirait avec René. Ce qui est important dans ce qu'a fait Pierre, c'est que lui est parti, mais les images qu'il a fait, le sens qu'il donnait aux images, ça reste. Et je souhaite que c'est sur ces images-là que les gens qui ont aimé Pierre se retrouvent maintenant pour que les images, et Pierre à travers ces images, continuent à témoigner. Taria Yadidou, je crois que c'est aussi quelque chose qu'on peut garder ensemble. C'est une expression très populaire algérienne qui dit « vive nous ». Et même quand Pierre est mort, je crois qu'on peut continuer, Algériens et Français, à dire ensemble, en l'honneur de Pierre, « vive nous ». Voilà, moi j'en peux plus là. J'arrête, excusez-moi. Ça, c'est une des photos Là, de votre rencontre? oh oui, à peu près. Enfin, on est jeunes mariés. Je sais pas. Disons que ça doit être 5 ans ou après notre mariage, à peu près. 4-5 ans. Je suis Nicole Rhin, j'étais avocate à la cour. Je suis toujours avocate. Et j'ai défendu les Algériens pendant la guerre d'Algérie. J'étais ce qu'on appelait avocate du FLN. Et j'ai connu mon Pierre en prison, Pierre Clément en prison. J'étais, je dois dire, absolument révoltée qu'un homme comme Pierre Clément soit en prison et soit condamné pour avoir en somme pris des images de la réalité de la guerre d'Algérie. Pierre Clément, Oui. jeune opérateur Ah oui, en ça- Tunisie en 1957. Et puis quelques années plus tard, Pierre Clément se fait arrêter, caméra au point en Algérie. Est-ce que tu peux nous raconter dans quelles circonstances ça s'est passé? J'étais arrêté par l'armée alors que je tournais déjà, que j'avais tourné pas mal de bobines, qui étaient reparties en Tunisie, à dos de mulet. Et puis les autres, bon, arrêté, une arrestation assez meurtrière. L'interrogatoire passe. Après, on m'a fait toucher à la gégène et à la baignoire pour me montrer. Mais comme j'explique, ce que j'ai subi, en fait, ce n'est pas une torture grave, puisque je suis là. Et ceux qui ont subi la véritable torture, ils ne sont pas là pour en parler. J'étais du côté des Algériens avec une caméra, mais je crois que ce qui a joué, et surtout je m'en suis aperçu depuis, c'est que je dirais toujours que ce cher pays, la France, et surtout son armée, et la France en elle-même, le gouvernement, tous les gouvernements qui sont succédés,
aiment bien voir ce qui se passe ailleurs, ce qu'ils font ailleurs comme ce que les autres pays font ailleurs comme dégâts, mais ce que la France fait comme dégâts dans un soi-disant pays qui était son territoire, ou l'Algérie, ils n'aiment pas ça. Donc on était personne qui n'était mal vu là. On aurait fait cette même chose ailleurs, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Mais s'agissant de la France, et s'agissant en plus de Français, alors on était traîtres. Parce qu'on avait plutôt à être du côté du fusil qui tire sur les Algériens, plutôt que d'être du côté algérien, pas avec un fusil, mais comme on l'a toujours dit, une caméra c'est pire qu'un fusil parce que ça témoigne. Quand quelqu'un est tué avec un fusil, il est tué. Quand quelqu'un témoigne avec une caméra et qui prend des images, c'est souvent pour de très longues années. Pendant la guerre d'Algérie, se taire, c'était plus possible. Si on voulait être un vrai Français, comme si vous voulez, avec les idéaux qu'on a appris de liberté, d'égalité, de fraternité, on était obligé de passer de l'autre côté. L'époque algérienne, je dis toujours, pour moi, ça a été l'époque la plus passionnante de ma vie. Parce que j'ai eu l'impression de faire quelque chose de vrai. Je pense que pour Pierre, ça a été pareil. Alors, qu'est-ce qu'on pense, René? Je sais pas, je comprends pas. Ceux qui veulent célébrer, je comprends pas. C'est vrai que quand on a vécu la guerre, on trouve un petit peu triste qu'on ne puisse pas faire apparaître dans un monument que les combattants ou les non-combattants qui sont morts ont été beaucoup, 10 fois, 100 fois, j'en sais rien, plus nombreux du côté des gens qui se battaient pour leur indépendance que du côté de ceux qui luttaient contre ces indépendances, c'est-à-dire en fait contre le cours du temps, quoi. Voilà. Je crois qu'on a encore là, avec des monuments de ce genre, on est encore en train de rater une étape dans l'écriture de l'histoire des deux côtés. Notre parcours nous conduit tout naturellement en Algérie, où j'espère pouvoir trouver d'autres images. Après l'indépendance, toujours sous le coup d'une condamnation en France, René a vécu durant 5 ans à Alger, où il a participé à la fondation du cinéma algérien. C'est d'ailleurs en tant qu'invité d'honneur d'un festival consacré à ce cinéma que René est de retour dans la capitale. C'est à cette occasion qu'il retrouve un cinéaste formé durant la guerre d'indépendance, auteur de plusieurs films dans les maquis, Mohamed Lagdaramina. On s'est rencontrés après qu'il soit sorti de prison. J'ai milité pour qu'il sorte de prison, j'étais en tête pour qu'il sorte de prison parce qu'il était enfermé, parce qu'il était communiste. Hein? Parce qu'à l'époque, il est bien évident que les Égyptiens l'avaient donné, mais ce qu'il a souffert, cet homme-là, je ne sais pas d'abord pourquoi il tient debout encore, après tout ça. Parce que j'ai encore des choses à mettre sur papier ou sur pellicule. C'est très bien. Ça tient comme ça. C'est ce que je fais aussi, moi. À mon âge, à notre âge. Mais toi, t'es genou, toi. Pas du tout. Par rapport à moi. Ah, pas du tout. Quel âge tu as maintenant? 80 ans.
Ah mais j'ai 2 ans de moins que toi. Ben ouais, c'est ça, c'est Bon, ce que mais je dis à pas... tout jeune. Attends, je suis pas jeune, à 78 ans, je suis pas jeune. Quelle place vous donnez à René Vauthier dans le cinéma algérien? Moi, je lui donne la première place. Mais en toute honnêteté. Ouais, En toute honnêteté, je lui donne la première place. C'est à lui l'ancienneté, qui a... à l'ancienneté. Non, pas d'ancienneté, à l'ancienneté, au courage, au militantisme, etc. Il a épousé, je pense que René Vauthier est authentiquement algérien. Ouais. Quand je dis algérien, je n'oppose pas ça à français ou à une autre nationalité ou à une autre race. Je dis il a épousé une cause. Et la cause était juste. Quoi qu'il arrive, à la fin de la guerre de libération, il n'y avait plus de moudjahidines. Nous n'avons pas battu les Français militairement. Nous les avons battus politiquement parce que le monde entier était pour nous. Mais le monde était pour nous parce que la communication à l'époque était tellement extraordinaire que sans des hommes comme Vauthier, et il est le premier en tête, la révolution algérienne, à mon avis, n'aurait pas été connue. Il y avait une très grande communication. Si on avait aujourd'hui en Algérie la même communication qu'à l'époque de la guerre de libération, on ne serait pas dans l'état où on est. Il faut que la jeunesse algérienne sache ce que ça a été la révolution, qu'on ne leur dise pas n'importe quoi. Et il faut voir ces films-là pour connaître la révolution. Parce que pour savoir où on va, il faut d'abord savoir d'où on vient. Si on ne connaît pas le passé, on ne pourra pas connaître ni le présent ni l'avenir. De part et d'autre, par-dessus la mer, les mémoires se font face. D'un côté, le vide et le silence. De l'autre, le mythe et la glorification. Et entre chacune d'elles, une frontière qui perdure. Autour des beaux immeubles des grandes villes, autour des bureaux d'embauche, affluaient les paysans dépossédés ou chassés par la faim. Ils ne trouvaient que le chômage et la misère, le mépris et la colère. Réalité d'un conflit vu de l'autre côté. Toutes ces images ont été tournées par des compagnons de René, français ou algériens. Chanderly, Cholet, Lac d'Aramina, Decugis, Rajdi,
et combien d'autres encore qui ont risqué leur vie pour offrir quelques mètres de pellicule à l'indépendance. Regardez bien ces images, elles sont trop rares en France. Regardez ces visages que l'on ne retrouve dans aucun des films tournés par l'armée française. La fierté, la détermination, le courage. Et pensez à tous les visages absents, le désarroi des appelés, des harkis, des exilés. Ils nous disent que les blessures se font face, et que c'est dans cette absence à se reconnaître dans la souffrance de l'autre qu'existe encore une absence de mémoire. Je voudrais ici que le spectateur ressente la même émotion que j'ai éprouvée à la découverte de ces images, et en particulier celle tournée à Sakiet Sidi Youssef par Pierre Clément. Le 8 février 1958, à 10 h du matin, ce petit village tunisien a été l'objet d'une agression soudaine. 25 avions, bombardiers et des chasseurs ont soumis par vagues successives l'agglomération et ses environs immédiats à un bombardement massif par bombes et roquettes et au feu nourri de leurs mitrailleuses. Ce ne sont pas là les images d'un simple reporter de guerre venu rendre compte de l'attaque d'un village. Dans ces travelling chaotiques, derrière cette caméra qui balaie le spectacle d'une sombre catastrophe, se cache le début d'une révolte, la prise de conscience d'une réalité qui pousserait bientôt l'homme derrière l'objectif à rejoindre les maquis algériens. René, tu étais déjà venu dans cet endroit ? Jamais. Jamais dans le sous-sol. J'étais déjà venu faire des projections ici, oui, mais j'étais jamais entré au cœur des souvenirs, ouais, au cœur de la mémoire. Non, mais c'est l'impression de toucher des ossements, là. Des histoires de conservation, quand même, qu'il faudrait reprendre un petit peu. Oui. C'est toute une mémoire qui disparaît, là. Oui. Oui, des films qui meurent. Bon, il faut bien que ça arrive à tout le monde de mourir, hein. Et c'est un peu triste, quoi.
Quelques semaines plus tard, je retrouve au ministère de la Culture tunisienne des images dont on m'a assuré qu'elles ont été tournées par René après sa sortie de prison. Je suis immédiatement venu lui montrer. En juillet 1961, l'armée française livra bataille durant 4 jours à l'armée tunisienne dans la ville de Bizerte, au sujet d'une base militaire qui servait de point d'appui à la France pour la guerre qu'elle livrait en Algérie. Les victimes de cet affrontement furent essentiellement des civils. René était présent et, comme à son habitude, avait filmé. Je n'avais jamais vu ces images-là. Après l'arrêt des combats à Bizerte, directement au ministère de l'Information tunisien, ils m'ont demandé de prendre possession des images qui n'étaient pas développées pour les expédier comme preuve à l'ONU. Mais je ne les ai jamais vues, moi, mes images. Est-ce qu'elles ont été utiles? Je n'en sais rien. Mais comment tu sais que ce sont tes images? Oui. J'ai fait des images de ce genre. Est-ce que celles-là sont mes images? Je ne sais pas parce que je ne l'ai pas... ça fait quand même un certain nombre d'années. Et oui, j'ai filmé là-bas, j'ai filmé des corps, j'ai filmé les bombardements, j'ai filmé les victimes. Mais dire que je me souviens de cette image-là en disant « ça c'est moi qui l'ai faite », non. J'ai filmé ça. René avait-il tourné ces images? Et finalement, était-ce si important? Les images existaient et reprenaient vie sous son regard. Et bien que la redécouverte de ces quelques images soit bien peu face aux heures perdues, saisies ou détruites, elles rendent au combat de René et de ses compagnons sa nécessité et sa valeur. Elles lui confèrent un présent. J'ai fait une erreur toute ma vie de cinéaste. Je n'ai pas essayé de voir la portée de ces images que j'essayais de faire librement, avec des copains qui travaillaient comme moi, avec d'autres. On n'a pas essayé de se battre pour que ces images-là puissent perdurer. Et elles ont effectivement progressivement disparu. Et c'est ce que j'essaie de faire maintenant avec les lieux de conservation de films, en essayant de retrouver tout ce qui a été tourné, qui a été utile au moment où c'était tourné, mais qui peut encore être utile pour l'écriture aujourd'hui de l'histoire d'hier. Et donc la préparation des luttes nécessaires aujourd'hui. Bon, et puis j'ai l'air d'être un vieux bonhomme qui prêche comme ça dans le désert. Je pense simplement que mes images, ça peut encore être utile à quelque chose.